Alors, tout le monde se connecte. Bonjour à tous. Hop, je vais mettre ça. Ça. Et je vais partager l'écran. Bonjour. Bonjour. Ah, je vais mettre un peu de son aussi, sinon je ne vous entends pas. C'est celui-là. Bonjour, bonjour. Alors, toc, toc. Ok, vous êtes déjà 55 connectés, donc merci à tous d'être là. Donc, comme vous avez pu voir, donc les cours ont dû être décalés, hein, comme je l'avais prédit. Donc, on va avoir notre troisième cours sur l'optique géo aujourd'hui, et puis le dernier, qui sera la fin donc, de l'optique géométrique, et le début de ce qu'on appelle l'optique physique ou la manière dont on peut considérer l'interaction entre les faisceaux lumineux, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques, et la matière, mais à un niveau atomique, avec notamment la description des lasers. Donc ça, ce sera pour la fin du cours la semaine prochaine. Alors, je vais mettre ça en plein écran quand même. Ce sera plus facile à voir. Vous allez me dire si vous voyez bien l'écran. Oui, on voit bien. Oui? Ok, super. Ok. Alors, bon, juste pour vous rappeler rapidement hein, ce qu'on avait vu lors des deux cours précédents, hein, principalement, après une petite introduction, je vous avais donc explicité un petit peu ce qu'était le domaine de l'optique géométrique, c'est-à-dire c'est un domaine dans lequel on va considérer le faisceau lumineux comme un rayon, quand ce rayon en fait va traverser une interface entre deux milieux, il va subir des déviations, donc une déviation par réflexion sur l'interface, où on a la première loi de Descartes, qui est la loi de la réflexion. Des fois, on l'appelle la deuxième, parce que la première, c'est que tous les rayons sont dans un même plan. Donc, cette loi de la réflexion qui est que le faisceau qui se réfléchit sur l'interface entre deux milieux a un angle d'incidence qui est égal à son angle de réflexion. Et puis, la deuxième loi de Descartes, qui est celle des sinus, c'est-à-dire que le produit de l'indice du milieu 1 par le sinus de l'angle d'incidence dans le milieu 1 est égal à l'indice du milieu 2 par le sinus de l'angle de réfraction, donc de transmission en fait, dans le milieu 2. On avait vu quelques applications, notamment sur le prisme, sur différents systèmes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Si, je vais revenir rapidement sur les applications donc, qu'on avait vues, notamment la fibre optique. Je crois que certains ont déjà commencé en TD à voir notamment un exercice sur cette fibre optique.
qui utilise en fait la propriété de l'angle critique, c'est-à-dire quand on a une réflexion totale sur un milieu, si l'indice du milieu 1 est supérieur à l'indice du milieu 2. Et puis ensuite, donc, on avait vu une application sur le prisme, où on avait vu notamment l'angle de déviation par rapport à un faisceau incident qui ressort après la traversée des deux interfaces, une relation qu'on reverra aujourd'hui, où on a donc cet angle de déviation qui est égal à n-1, où n est l'indice du prisme, fois a, l'angle au sommet du prisme. Et puis ensuite, donc, on avait vu que ce prisme permettait de séparer éventuellement les couleurs, qu'on allait retrouver ça aussi dans l'arc-en-ciel. Et enfin, je vous avais donné une petite explication rapide sur comment se forment les mirages. Et notamment que, à cause du phénomène de réflexion totale, en fait, on semblait voir le faisceau provenir d'une direction qui était en fait l'image de l'objet réel, qui était symétrique par rapport à l'interface ici, qui est les couches atmosphériques au-dessus d'une surface. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on va appliquer ça, et puis c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce cours sur l'optique géométrique, comment on va pouvoir appliquer ça à ce qu'on appelle un système optique. Alors, pour ça, on doit déjà définir, je dois déjà vous définir ce que l'on va appeler un système optique. Alors, un système optique, c'est ce qui est représenté sur cette figure-là. Vous voyez que ça a une forme complètement générale. En fait, c'est défini comme un ensemble de milieux transparents, c'est-à-dire à travers lequel la lumière peut passer, qui va être séparé par deux faces géométriques qu'on choisit en général simples. Autrement dit, on va avoir un dioptre à l'entrée du système, c'est-à-dire une interface entre un milieu d'indice N1 et un milieu d'indice N2, et puis un dioptre à la sortie du système, c'est-à-dire un milieu d'indice N2 et en général le même milieu d'indice N1. Donc, on va définir ce qu'on appelle l'axe optique de ce système optique comme étant le sens de propagation de la lumière. Et ce sens de propagation de la lumière, on va toujours le prendre par convention, de la gauche vers la droite. Donc, ça, c'est vraiment la première chose que vous pouvez tracer quand vous cherchez effectivement à étudier un système optique. Eh bien, vous pouvez tout de suite tracer le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire cette droite qui va de la gauche vers la droite et qui va passer par le milieu du système optique. OK, alors ensuite, on peut aller un peu plus dans le détail. Qu'est-ce qu'on va regarder à travers ce système optique? Eh bien, on va avoir un objet qu'on va éclairer avec un faisceau lumineux. Et ce qu'on va se demander, c'est où va se former l'image de cet objet à travers le système optique. Donc, on arrive à la définition de ce qu'on va appeler finalement une image. Comment est-ce que se forme une image à travers un système optique? Eh bien, si vous prenez ici un point qui va être notre point objet, ici sur l'axe optique, c'est ce que j'ai appelé le point A ici. Je vais peut-être prendre un... Hop. Peut-être prendre un pointeur, voilà. OK, si on part d'un point A ici, qui est notre objet, et que l'on éclaire ce point A, donc on va avoir des faisceaux lumineux qui vont émerger finalement de ce point A et qui vont arriver sur l'entrée, la face d'entrée de notre système d'optique. Et puis, il va traverser d'une façon ou d'une autre le système optique et il va ressortir ici du système optique pour prendre une certaine direction. Donc, ici, vous avez le premier faisceau lumineux qui part ici, qui arrive sur le système optique et qui ressort comme ça du système optique avec un certain angle.
Et puis, si vous prenez un autre faisceau lumineux, donc il passe ici par un autre point du système optique, et puis il va ressortir ici avec un autre angle. Les deux faisceaux qui émergent ici du système optique vont se croiser en un point, et en ce point de croisement des faisceaux lumineux, c'est là que va se former l'image de notre objet A à travers le système optique. Alors, en général, pour le différencier de l'objet, on va mettre un prime sur cette image. OK. Alors ensuite, on a quelques conventions par rapport à cet objet et cette image. On va dire que si l'image ici, donc si les faisceaux se croisent après la phase de sortie du système optique, on va avoir une image réelle. Une image réelle, alors je ne l'ai pas indiqué ici, mais une image réelle, on pourra la projeter sur un écran. C'est-à-dire qu'on pourra toujours mettre ici une surface sur laquelle on va pouvoir former l'image et on pourra la voir justement avec nos yeux. Si cette image, elle ne se forme pas après le système optique, mais qu'elle se forme ici avant le système optique, c'est-à-dire ici dans le même espace que l'objet, eh bien à ce moment-là, on aura une image qu'on va appeler virtuelle. Cette image virtuelle, on ne pourra pas la mettre sur un écran. Parce que vous imaginez bien que si vous avez une image qui se forme de ce côté-là du système optique, avant la phase d'entrée, eh bien, si vous mettez un écran ici, la lumière ne passe plus, donc vous ne pouvez plus former votre image. OK, donc on va essayer de retenir ça, hein. Si l'image se forme après le système optique, on va former une image réelle qu'on peut projeter sur un écran. Si l'image se forme avant le système optique, on va former une image virtuelle qu'on ne pourra pas projeter sur un écran. OK, alors on a une définition un peu similaire pour l'objet. Hein. On va pouvoir aussi parler d'objet réel quand l'objet se situe, alors cette fois-ci, avant la phase d'entrée du système optique. Et on va parler d'objet virtuel si cet objet se situe après la phase d'entrée du système optique. Ça va pour ça? Bon, c'est des définitions, hein. C'est voilà, des manières d'appeler les choses. Monsieur, Il faut les connaître. Oui. du coup, si on change la place de l'image et de l'objet, qu'on le met à leur place opposée, ce sera toujours le même raisonnement ou ça change? C'est le même raisonnement, oui. C'est-à-dire, de quel raisonnement parlez-vous? Il y en a qu'un un peu, c'est pour ça, j'ai pas envie que. De quel raisonnement vous parlez? C'est-à-dire, en fait, on va avoir la même dénomination. Hein, c'est juste une manière d'appeler les choses. D'accord? Pour différencier un objet qui est un objet réel. Alors, en fait, l'objet réel, juste pour… si vous avez un objet réel, ça veut dire que vous pouvez le toucher, hein, en gros. C'est un objet physique, quoi. Si vous avez un objet virtuel, c'est en fait un objet, en général, que vous pouvez toucher, qui a été formé à partir, en général, d'un système optique. Hein. D'accord, merci. OK. Et puis ensuite, pour une image réelle, donc je vous disais, une image réelle, on pourra toujours la projeter sur un écran. Par contre, une image virtuelle, on ne pourra pas la projeter sur un écran. Alors, juste pour aller juste un tout petit peu plus loin et être un petit peu en avance sur ce que je vais vous raconter après, si vous avez une image virtuelle qui est donnée par un système optique, eh bien, vous allez pouvoir la voir avec vos yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos yeux sont eux-mêmes un système optique. Et donc, cette image virtuelle qui se formerait de ce côté-là, hein, avant la phase d'entrée de votre système optique, si vous mettez votre œil ici de l'autre côté du système optique, d'accord, imaginez que vous ayez votre œil ici qui regarde les faisceaux à travers le système optique,
eh bien, en fait, votre œil, vous pouvez le considérer lui-même comme une lentille qui va former une image. Donc, ce qui proviendrait d'une image virtuelle ici serait repris par votre œil pour reformer une image dans le fond de votre œil. Autrement dit, si vous avez un système optique à travers lequel vous formez une image virtuelle, cette image virtuelle, vous allez pouvoir la voir avec vos yeux. Parce que vos yeux fonctionnent finalement un peu comme un système optique lui-même qui projette sur un écran qui est en fait le fond de votre œil, qui est la rétine. Mais je vais revenir sur le système particulier qu'est l'œil. Monsieur, Oui? quand vous dites pour l'image, quand elle est virtuelle, c'est si elle se forme avant la phase de sortie. La phase de sortie, c'est avant le A'. Je veux dire, voilà, c'est tout ça. C'est Alors, la phase de sortie, c'est vraiment cette surface ici, d'accord, à la sortie du système optique, à partir duquel émergent les rayons. D'accord. Et du coup, quand on dit que c'est aussi la phase pour l'objet virtuel, quand on dit que c'est après la phase d'entrée, c'est pareil, c'est délimité sur le C'est ça, c'est côté. celle-là. Ok, d'accord. D'accord. C'était pour savoir. Merci. OK. Alors, on va voir un système, en fait, le système le plus simple, même si il peut être pas forcément évident, mais c'est, je pense, le système le plus simple qu'on puisse imaginer. C'est un système que vous utilisez tous les jours, c'est le miroir. Comment se forme une image, finalement, à travers le miroir? Quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez une image de vous-même. Mais du coup, comment se forme cette image? Eh bien, en fait, elle se forme à partir des rayons lumineux qui proviennent de vous. Donc, vous êtes éclairé par une source extérieure, que ce soit la lumière du jour, que ce soit une lampe dans votre salle Monsieur, de bain. Oui, j'ai pas compris. Vous avez dit quand l'image se forme après la phase de sortie, elle est dite virtuelle? non, elle est réelle. Oups. D'accord? Quand l'image se forme après la phase de sortie, elle est dite réelle. Quand elle se forme avant la phase de sortie, elle est dite virtuelle. Ah OK, très bien, merci. D'accord? Alors, on va justement voir ici donc, comment se forme une image à travers un miroir. Et vous allez voir que, eh bien, en fait, on va avoir ici une image virtuelle, justement. Alors, le miroir est un système un peu particulier pour une raison qui est que quand vous avez un faisceau lumineux qui arrive sur le miroir, ce faisceau lumineux va se réfléchir sur le miroir. D'accord? Il ne va pas passer à travers. Il va se réfléchir sur le miroir. Du coup, ça veut dire que l'espace ici, dans lequel vous avez votre objet, donc qui va être un objet réel, ici je l'appelle A, votre faisceau lumineux va arriver sur le miroir, donc la face d'entrée du miroir, hein, c'est justement la surface du miroir, et puis ce faisceau, il va se réfléchir sur le miroir. Et donc la face de sortie, en fait, du miroir est aussi la surface du miroir. Autrement dit, pour un miroir, si vous avez un objet réel, A ici, qui est avant la face de sortie, d'entrée, pour avoir une image réelle, il faut que l'objet forme une image bien, dans le même espace, puisque la face de sortie est la même, qu'on est ici en réflexion. Autrement dit, si on forme une image de l'autre côté du miroir, ça veut dire que cette image est virtuelle. OK? Alors, c'est effectivement ce qui se passe dans un miroir. Alors, pour ça, il faut prendre deux faisceaux qui émergent de notre point ici où on a notre objet, A, et qu'on regarde le trajet lumineux de ces faisceaux quand ils arrivent sur le système. Alors, ici, on va appliquer ce qu'on appelle donc la loi de la réflexion. C'est-à-dire, si vous avez un faisceau qui part de A, qui prend une certaine direction, qui arrive ici en haut,
avec un certain angle d'incidence I, eh bien, par rapport à la normale au miroir, hein, ici j'ai un angle droit, donc ça c'est la normale au miroir, eh bien, il va se réfléchir avec un angle qui est en fait égal et opposé à l'angle d'incidence. Donc, je l'ai noté I ici. Si je voulais être correct, hein, complètement correct au niveau mathématique, il faudrait que je mette plutôt moins I, parce qu'il est compté dans l'autre sens. Mais néanmoins, c'est le même angle. OK? Donc, ça veut dire que je vais avoir un faisceau qui va se réfléchir dans cette direction-là, vers R. OK. Donc, ça, c'est mon premier faisceau. Si je prends un deuxième faisceau, alors cette fois-ci, je prends un faisceau qui émerge de A, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce faisceau, lui, il va arriver ici selon la perpendiculaire, c'est-à-dire selon la normale ici. Okay, c'est-à-dire que ici, si je traçais le vecteur normal, en ce point O', il est comme ça. Donc, si j'ai un faisceau qui arrive selon la normale, ça veut dire que son angle d'incidence par rapport à la normale est nul, et donc forcément, l'angle de réflexion, lui aussi, va être nul. Donc, en fait, il va se réfléchir dans la même direction que sa direction d'arrivée. OK, donc vous voyez qu'ici, en fait, j'ai un faisceau qui arrive sur O, qui repart dans la direction vers R, ici, quand j'arrive avec un angle I. Et j'ai ici un faisceau qui arrive en O' et qui repart dans la même direction, enfin, dans la direction opposée, puisque ici, je suis avec un angle nul. Je suis selon la normale. OK, où est-ce que ces deux faisceaux vont se croiser? Ben, vous voyez qu'ils ne vont pas se croiser dans l'espace ici où j'ai mon objet réel, mais il faut que je prolonge ces faisceaux de l'autre côté du miroir pour trouver le point de croisement entre ces faisceaux qui va être le point A'. Ce point A', du coup, il est de l'autre côté du miroir. Je vais donc avoir ici une image virtuelle. Monsieur, Oui. le faisceau A, il est considéré comme nul parce qu'il n'a pas de croisement avec le normal. Le faisceau A est considéré comme nul. Enfin, Alors, le bleu, vous avez dit qu'il est nul. il a un angle d'incidence nul par rapport à la surface ici. D'accord. D'accord? Puisqu'il arrive perpendiculairement à la surface. Pour ça, je vous ai mis un angle droit ici. D'accord? C'est le faisceau qui arrive perpendiculairement à la surface. Si vous regardez votre miroir, c'est le faisceau qui irait tout droit vers le miroir. Ce faisceau-là, il se réfléchit vers vous. Ok. D'accord? Maintenant, vous allez avoir un autre rayon avec un faisceau qui va prendre un certain angle par rapport au miroir. Eh bien, ce deuxième faisceau-là, lui, il va se réfléchir avec un angle égal et opposé par rapport à la normale. OK? Donc, il va partir dans une certaine direction ici. Et en fait, c'est au croisement de ces deux faisceaux que vous allez former l'image. D'accord. Oui. Ok, c'est bon, j'ai compris. OK? Et donc, vous voyez que cette image, elle se forme de l'autre côté du miroir, en fait. Mais monsieur, Oui? pourquoi c'est une image virtuelle du coup? Bah parce que justement, elle est de l'autre côté du miroir. Vous Ouais, pouvez mais pas. ça a traversé le système optique du coup. Oui, sauf que le système optique ici, c'est un système en réflexion. Ah, d'accord, ok. Donc la partie image réelle, c'est. C'est du même côté que l'objet réel, en fait. Ok, ah, d'accord. D'accord? Ouais. C'est ça le point sur lequel j'attirais votre attention au début. C'est que, attention, pour le système de miroir qui est un système en réflexion, on va dire l'espace réel, en fait, est le même pour l'objet et l'image. Ok. OK? D'accord, merci. Et en fait, vous pouvez le voir, hein, c'est-à-dire que si vous essayez de projeter sur un écran cette image A', bah, vous ne pouvez pas, puisque ça se trouve de l'autre côté du miroir. Hein, si vous mettez un écran, si vous avez un miroir que vous regardez dedans, que vous essayez de mettre un écran de l'autre côté du miroir, vous n'allez jamais avoir d'image dessus. Oui. Hein? Ok. Essayez, voilà, c'est ce à quoi vous pouvez vous raccrocher pour savoir si c'est réel ou virtuel. Par contre, vous voyez quand vous regardez sur l'écran. Vous voyez parce que, en fait, vous mettez votre œil ici, en face de l'écran, enfin, vous avez votre œil en face de l'écran, et donc, du coup, cette image virtuelle A' va être reprise par votre œil, donc les faisceaux qui émergent de cette image A'
vont être repris par votre œil pour former une image dans le fond de votre œil, qui serait un A seconde en fait. Oui. Ok, donc nous, ce qu'on voit, ce n'est pas la réflexion du A qui revient, c'est l'image virtuelle A'. Voilà, qui se D'accord. fait à travers le miroir. OK? Monsieur, excusez-moi, moi en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'on est d'accord, l'image virtuelle, on peut pas la voir parce que c'est pas censé passer à travers le miroir, mais du coup, comment on peut avoir l'image qu'on voit nous? Je sais pas si c'est très clair ma question. En fait, du coup, je comprends pas comment on voit l'image finalement. Parce que en fait, on reprend cette image A' à travers notre œil pour en former une deuxième image, en fait, A seconde, dans le fond de notre œil. D'accord. Du coup, c'est directement lié du coup à l'image virtuelle. Tout à fait. D'accord, merci. Tout à fait. Alors, ici, quand on a un miroir plan comme ça, on peut aussi remarquer que, en fait, du fait de la réflexion ici, l'image ici A' va avoir la même distance, c'est-à-dire la distance O'A', cette distance-là, va être la même que la distance OA. D'accord? Puisque c'est en fait la réflexion sur le miroir. Et du coup, ça veut dire que la taille, finalement, de l'image que vous allez avoir dans le miroir, ici, eh bien, ça va être la même que votre taille à vous. Autrement dit, vous avez un grandissement de 1. Hein? Quand vous regardez dans un miroir, alors attention, il faut que ce soit un miroir plan, mais si vous regardez dans un miroir qui est plan, eh bien, à ce moment-là, votre image, à travers le miroir, est à la même taille que vous-même. Alors, bon, après, on pourrait aller encore plus loin dans les miroirs, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qui se passe quand la surface du miroir n'est plus plane, hein, mais qu'elle est courbée. Mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que ça va vous embrouiller, je pense, plus qu'autre chose. Et a priori, vous n'en aurez pas besoin là en tout cas pour ce cours. Sachez simplement que si la surface du miroir est courbée, eh bien à ce moment-là, le grandissement n'est plus forcément 1. Donc, vous pouvez avoir une image dans le miroir qui va être, par exemple, plus petite que votre image à vous. Ou encore, c'est ce que vous voyez, par exemple, dans votre rétroviseur. D'accord? L'image de ce que vous voyez derrière vous, dans votre voiture, c'est repris par un miroir, sauf que ce miroir, en général, n'est pas plan, mais est courbé, et va donner une image qui va être plus petite que ce qu'il y a derrière vous. De manière à ce que vous voyez un plus grand champ, en fait. OK. Alors, je vais ensuite passer donc à un autre système qui, là, pour le coup, est quelque chose que vous avez étudié en TP, qui est le système de lentilles. Monsieur, Oui. juste une question. Le rayon AO', son rayon de réflexion, il est vers où? Il est dans la même direction, en fait, mais dans le sens opposé. Ok, d'accord. Hein, puisque vous réfléchissez perpendiculairement à la surface. Donc, l'angle d'incidence est nul, donc l'angle de réflexion est nul. Ok, d'accord. D'accord? Et ça se passe qu'avec le miroir, c'est ça? Et ça se passe avec un système par réflexion. Ouais. Ok. Puisque là, on étudie la réflexion. OK. Donc, tout ce qui va être en fait le traitement, si vous voulez, de comment se forme une image à travers un miroir, ça va utiliser la loi de la réflexion. Dans quel cas on voit une image réelle? Alors, on verrait une image réelle si l'image se formait du même côté que l'objet, c'est-à-dire de notre côté du miroir. Avec un miroir plan, ce n'est pas possible. Par contre, c'est possible avec des miroirs sphériques.
Avec des miroirs sphériques, si vous avez un miroir qui est incurvé, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez effectivement former une image qui soit réelle, c'est-à-dire qui se forme du même côté que vous du miroir. Effectivement, si vous avez un miroir plan, les images vont toutes être virtuelles. Et quand vous avez un miroir sphérique, ben, ça dépend de comment il est courbé, en fait, et de quelle distance vous vous trouvez du miroir. C'est un peu plus compliqué, quoi. Vous avez du mal à comprendre comment on peut voir. Ben, c'est ce que je vous ai expliqué ici avec l'œil. C'est que l'image que donne A à travers le miroir, c'est A', c'est une image virtuelle. Et cette image virtuelle va servir d'objet pour notre œil, d'objet réel, puisqu'il se trouve en dehors de notre œil, hein, d'objet qui va reformer notre œil. Ce qu'il fait, ben, c'est qu'à partir de cet objet, il va reformer une image dans le fond de notre œil que j'appelle A seconde. Ce qu'on voit avec les yeux, ce sont soit des objets réels directement, soit des images virtuelles formées par un système optique. Si vous aviez une image réelle, vous ne la verriez pas avec votre œil. Bon. OK, alors maintenant, on va passer au système donc par transmission, hein, c'est-à-dire, eh bien, on va utiliser cette fois-ci donc la deuxième loi de Descartes, n1 sinus I1 égale n2 sinus I2. Alors, ce système par transmission, donc c'est ce qu'on va appeler des lentilles. Et nous, ce qu'on va étudier, ce sont des lentilles minces. OK, lentilles minces, hein, ça veut dire que, en fait, minces, ça veut dire qu'elles ne sont pas épaisses. Ça veut dire que le milieu, en fait, qui compose la lentille, qui va avoir un certain indice, eh bien, il a une épaisseur qu'on peut considérer comme étant nulle. OK, alors, on va imaginer ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, dans les systèmes par transmission. C'est principalement le prisme, d'accord, où on a une phase d'entrée, une phase de sortie, et où on avait vu qu'entre les deux, donc on avait un certain angle de déviation du faisceau. On avait vu que cet angle de déviation, hein, que j'appelle D, alors l'angle de déviation, c'est si vous avez un faisceau qui arrive avec un certain angle ici, si je prolonge le faisceau, eh bien, il va ressortir ici avec un certain angle de déviation. Cet angle de déviation, on l'avait vu, donc si A n'est pas trop grand, si A est suffisamment petit, hein, A c'est l'angle au sommet ici du prisme. Si l'angle au sommet est suffisamment petit, eh bien l'angle de déviation il est proportionnel à cet angle au sommet. N, c'est l'indice de votre matériau. Alors en général, hein, N pour du verre, c'est à peu près 1,5. Donc ça veut dire que l'angle de déviation, eh bien, c'est N-1, c'est-à-dire N-1, du coup, ça fait à peu près 0,5, la moitié, de l'angle au sommet du prisme. OK, mais ça veut dire que plus l'angle au sommet du prisme est grand, plus l'angle de déviation lui-même va être grand. OK, si j'appelle ça des 1, avec ici un angle A1, bah, vous voyez que pour celui ici où j'ai un angle, je vais appeler A0, eh bien, j'ai un angle de déviation qui est plus petit, des 0. OK, donc si j'imagine un système dans lequel eh bien, je superpose comme ça des prismes avec des angles de déviation qui vont être de plus en plus grands, vous pouvez alors imaginer que si j'ai un faisceau lumineux qui arrive sur le plus petit ici, il va être moins dévié, et celui qui arrive sur le prisme avec l'angle de déviation le plus grand, il va être plus dévié. Et donc, du coup, ces faisceaux qui émergent de mon objet, à travers ce système de superposition de prismes, eh bien, ils vont se croiser en un point qui va former l'image. OK. Alors, si je reprends ce système-là de superposition de prismes et que, en fait, je le mets sous cette forme-là, alors ici, en fait, j'ai repris, vous voyez,
en fait, les angles de déviation, hein, ici A1 et ici, ça serait… alors bon, j'en ai mis… Ici, ça serait l'angle de Virtuel. déviation. Oui, Comment ça se fait que l'angle de déviation soit différent, mais qu'ils se joignent tous à un seul point, qui est l'image? bah justement parce qu'ils sont différents. Mais l'angle, d'accord? La déviation ici va conduire à une convergence des faisceaux en un point. Et vous pouvez vous débrouiller pour que la superposition ici de ces prismes donne des faisceaux qui vont tous se croiser en un même point. Ok, merci. Ok. Monsieur, Oui. mais du coup, si on aurait eu quand même des angles de déviation tous identiques, ils se seraient tous quand même rejoints à la même image, non? Ah ben non, parce que du coup, ils seraient ressortis tous avec la même direction, et donc ils seraient tous parallèles en fait à la sortie. D'accord, donc c'est une question de positionnement aussi. Voilà. Ok, merci. Ouais. Ok. Bon, ce système de superposition de prismes, en fait, ici, donc je peux le représenter comme ça. Hein, en fait, ici, le prisme ici avec l'angle à 0, hein, il faudrait continuer ce faisceau-là pour tracer le prisme en entier. Et vous verriez que donc l'angle est effectivement plus petit que l'angle A1. Finalement, ça va représenter ici eh bien, ce qu'on va appeler une lentille. D'accord? Donc une lentille, hein, ça va avoir une face d'entrée ici et une face de sortie. Au milieu du prisme, les deux faces sont quasiment parallèles. Et puis en haut du prisme, eh bien, on a un certain angle entre les deux lentilles. Ok, si on a un système comme ça, donc on va former ce qu'on appelle une lentille et on va pouvoir caractériser finalement cette lentille par rapport à sa capacité à former des images. Alors pour ça, on va définir ce qu'on appelle les foyers de la lentille. Alors, on va avoir deux foyers. Un foyer qu'on appelle le foyer objet et un foyer qu'on appelle le foyer image. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le foyer objet? Donc, le foyer objet, c'est le point sur… Oups. Ok, c'est pas ce que je voulais faire. Le foyer objet, c'est le point sur l'axe optique à partir duquel les faisceaux qui proviennent de ce point-là, d'accord, les faisceaux qui proviennent du foyer objet, vont émerger du système parallèle à l'axe optique. Autrement dit, ils vont aller à l'infini. On pourrait dire, ils vont former une image à l'infini. Ils vont se croiser, si vous voulez, à l'infini. Ça, c'est pour le foyer objet. D'accord? Donc, si vous avez un objet qui se trouve au foyer objet, les faisceaux lumineux vont ressortir parallèles à l'axe. Autrement dit, l'image de cet objet à travers le système va se former à l'infini. Oui, Du coup, là aussi, j'avais une question. C'est pas une image virtuelle quand c'est à l'infini, hein, mais non, pas. non, Ok, c'est une image réelle. Là. ok, c'est bon. Alors. Bon, alors après, comme on est à l'infini, la différence entre virtuel et réel devient un peu sujet à caution, quoi. Hein, parce qu'on pourrait se trouver aussi bien à plus ou moins l'infini. Mais bon. Ok, très bien. OK. Merci. Autrement dit, juste pour, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans cette idée-là, si vous avez un objet qui se trouve juste avant le foyer ici, son image va être réelle. Si vous avez un objet qui se trouve juste après le foyer ici, son image sera virtuelle. En fait, c'est l'interface entre les deux. C'est le point de jonction, en fait, effectivement, entre là où vont se former les images réelles et là où vont se former les images virtuelles. Ok. On Merci. va le revoir après sur la formule de conjugaison. OK. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va appeler le foyer image?
bah, c'est un peu le symétrique en fait de ce foyer objet. C'est-à-dire que maintenant, c'est imaginez que vous ayez une image qui se forme ici au foyer image, eh bien l'objet se trouverait à l'infini. Autrement dit, les rayons parallèles qui proviennent de cet objet qui se trouve à l'infini, quand ils passent à travers le système optique, ils vont converger vers ce foyer image. OK, vous voyez Monsieur, que c'est le symétrique par rapport à l'autre. Oui, ça veut dire que c'est un peu l'inverse? tout à C'est-à-dire fait. que là, l'objet va mettre des rayons qui vont être parallèles et pour former l'image, ça va converger, alors que quand c'est l'objet qui émet, ce sera parallèle, pour Tout à former fait. du coup, d'accord, OK. Exactement. Donc ça c'est dû à la loi du retour inverse de la lumière. C'est-à-dire quand vous parcourez un système dans un sens, en fait, si vous le parcourez dans l'autre sens, vous devez avoir la même chose. OK? Donc ici, effectivement, si vous avez de la lumière qui provient de F, ben, elle va ressortir parallèle. Inversement, si vous orientiez dans l'autre sens votre axe optique, eh bien, les faisceaux qui arriveraient parallèles, d'accord? Si maintenant votre lumière elle va de la droite vers la gauche, si la lumière elle arrivait de la droite et elle partait vers la gauche, ben, si elle arrive parallèle, elle doit converger au même point. OK? Alors, Monsieur, oui, juste pour revenir sur le foyer image objet, vous avez dit que si A était avant le F, enfin si l'image avant le foyer, elle est ouais. du coup. On va revenir là-dessus. Je ne voudrais pas trop vous embrouiller avec ça pour l'instant, d'accord? On va y aller pas à pas. Mais comme ici, effectivement, si vous avez un objet ici qui est au foyer, son image va se trouver à l'infini. Si vous êtes un petit peu avant le foyer, en fait, son image va être réelle. Donc, on la formerait, on va dire ici, A'B'. Inversement, on va l'appeler 1. Voilà. Inversement, si votre objet, on va dire A2, se trouve un petit peu après le foyer, eh bien, en général, son image va se former ici de manière virtuelle. D'accord, donc ce n'est que au foyer qu'elle sera à l'infini. Exactement. Ok, merci. OK. Monsieur? Oui, Est-ce que dans la deuxième, pour le foyer image, si on part de l'objet pour former l'image? tout à fait. Alors, toujours, hein. D'accord, mais c'est juste par rapport en fait au premier, du coup, je comprends pas trop. C'est-à-dire qu'on part de l'objet aussi et pour former en fait une image, Oui. mais le fait que ça donne pas, ça soit pas pareil au niveau de, bah du coup, il y en a un pour le foyer objet, c'est parallèle et pour l'autre, ça converge. Mais du coup, c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire qu'on part tous les deux de l'objet pour former une image, mais l'un va être parallèle et l'autre va converger. C'est ça que je comprends pas. Genre, Bah, parce que la direction des faisceaux ici qui proviennent des deux, elle n'est pas la même. ah d'accord, ok. Hein? Donc c'est vraiment ça. Ok, Ouais. C'est vraiment par rapport à la direction du faisceau à l'entrée, en fait. d'accord. Comment Mais va en ressortir partant, le faisceau à la sortie. d'accord. OK? Mais en partant bien de l'objet De à chaque l'objet. fois. Tout à fait. D'accord, ok, j'ai compris. Merci. OK, donc une fois qu'on a défini donc, ces deux foyers, hein, ce foyer objet et ce foyer image, en fait, on va avoir deux possibilités pour un système de lentilles. Et donc, on va avoir deux types de lentilles. On va avoir ce qu'on appelle les lentilles convergentes. Donc, pour les lentilles convergentes, le foyer objet ici est à gauche de la lentille, avant la phase d'entrée, et le foyer image est à droite, après la phase de sortie. Alors que pour une lentille divergente, c'est l'inverse. Le foyer image est avant la phase d'entrée et le foyer objet est après la phase de sortie. C'est la différence entre une lentille convergente et une lentille divergente. J'avais une question. Ouais. Ici, l'objet, il est toujours dans le même côté, mais c'est juste le foyer qui change ou... Non, non, l'objet, il peut être n'importe où. Ok, Hein. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de règle sur l'objet. Après, vous allez choisir un objet qui se trouve quelque part par rapport à votre lentille et vous allez chercher où va se trouver l'image. On va voir comment on peut construire ça. Ok. D'accord? OK. Alors après, juste pour faire le lien avec… Alors, on le représente aussi, hein, une lentille convergente, on représente avec des flèches comme ça vers le haut. D'accord? Alors qu'une lentille divergente, on va la présenter avec des flèches dans l'autre sens. OK, ça c'est une convention encore, hein. Il n'y a pas de… Faut juste… Monsieur, Oui. au niveau de notre œil, nous, on converge. Genre, on Alors, a une on lentille va en convergente. reparler aussi. Mais D'accord, effectivement, notre œil est formé d'une lentille convergente. d'accord, ok. OK? Alors, juste pour vous donner la forme de ces lentilles, d'accord? Les lentilles convergentes et les lentilles divergentes vont avoir des formes différentes. Les lentilles convergentes, elles vont avoir des faces bombées, d'accord? Comme un ménisque, comme ça. Alors, ça peut même être une seule face qui est bombée, hein. On peut avoir une face plane et une face bombée. En tout cas, on a des faces bombées. Donc, des faces, si vous voulez, qui sont avec un… Alors, bon, c'est ce qu'on appelle un rayon de courbure. Un rayon de courbure ici qui va être positif pour la face de sortie, négatif pour la face d'entrée. Moi, je ne vais pas rentrer trop là-dedans. En tout cas, retenez que c'est des lentilles, bon, comme vous avez l'habitude, quoi, hein. C'est-à-dire des trucs qui sont bombés, quoi, comme celle-là. Là. Là, vous avez la même face à l'entrée et à la sortie. Et donc, ce qu'on appelle une lentille biconcave. Alors, bombée, on appelle ça aussi concave. Convexe, pardon. Convexe. Pour une lentille divergente, ça va être l'inverse. Pour une lentille divergente, on va avoir des faces qui sont creusées comme ça. OK? Donc, ça donne de ce type de lentille avec des faces ici. Donc, on est en fait, ce que vous pouvez retenir pour une lentille convergente, donc au centre de la lentille, c'est plus épais qu'au bord de la lentille ici. Inversement, pour une lentille divergente, le centre de la lentille est plus fin que le bord. OK. Alors Monsieur, maintenant, oui. par rapport au foyer, du coup, on ne doit pas se fier vraiment à la notation puisque le foyer objet il peut être lui-même une image, non? Ah non, ce n'est pas qu'il peut être une image. Non. Le foyer objet, c'est le foyer objet. Simplement, il peut être soit avant la lentille, donc soit avant le système optique, soit après le système optique. Mais c'est toujours le foyer objet. C'est-à-dire, les rayons qui vont passer par ce foyer objet vont toujours émerger de la lentille parallèle à l'axe. Monsieur, Oui. mais j'ai pas compris comment l'image du foyer image est l'objet. Non, il n'y a pas d'image du foyer image et l'objet. Je veux dire, le foyer image, c'est le foyer image, le foyer objet, c'est le foyer objet. Les propriétés qu'ils ont, c'est que si vous avez une lumière, on va dire, qui provient du foyer objet, à travers le système, elle va ressortir parallèle à l'axe. Inversement, si vous avez une image qui arrive sur le foyer image, ça veut dire qu'elle provient d'un faisceau lumineux qui est arrivé parallèle à l'axe sur la lentille. Moi, la lentille convergente, d'accord, j'ai compris, mais la lentille divergente, je comprends pas comment. C'est la même chose. C'est la Non, même mais chose. j'arrive pas à comprendre. Alors, on va le revoir, hein. On va le revoir, mais imaginez que vous ayez un faisceau qui doit arriver sur ce point-là. On va dire que ce faisceau, il arrive dans cette direction-là, d'accord? Et donc, il se dirige vers ce foyer objet ici. Ouais? Comme ce faisceau, il se dirige vers ce foyer objet, normalement, s'il n'y avait pas la lentille, enfin, s'il n'y avait pas la lentille, s'il n'était pas dévié, il passerait par ce foyer objet. Comme le faisceau doit passer par le foyer objet, ça veut dire qu'il va émerger parallèle à l'axe. Autrement dit, il va prendre cette direction-là. Oui? Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que comment ça se fait que le foyer image
est avant la lentille divergente, sachant que le foyer objet est après? Parce que les deux sont symétriques. Donc, si le foyer objet est après, ça veut dire que le foyer image est avant. Il n'y a que deux possibilités, je veux dire. Vous pouvez me donner un exemple d'une lentille divergente, s'il vous plaît? Pour peut-être que. Vous l'avez ici à gauche. Non, Un mais ce que je veux dire, c'est-à-dire c'est que, vous savez, vous nous avez donné l'exemple du miroir tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok. Alors, Moi, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui pourrait illustrer ouais. cette. Alors, on y reviendra hein, sur la fin du cours, mais en fait, principalement, ça, c'est utilisé en lunetterie. D'accord? Vous avez certaines lunettes qui sont faites à partir de lentilles convergentes et vous avez d'autres lunettes qui sont faites à partir de lentilles divergentes. Donc, pour corriger la vision, eh bien, parfois, on va avoir besoin soit de faire converger plus les faisceaux. Donc ça va être avec une lentille convergente. Lentille convergente va permettre de converger plus les faisceaux, donc que l'image se forme avant ce qu'elle se formerait naturellement avec l'œil. Inversement, une lentille divergente va permettre à ce que les faisceaux convergent moins vite, autrement dit divergent par rapport à votre œil. Et donc ça va se faire avec une lentille divergente. Ok, très bien, merci. Ok, alors maintenant, on va voir effectivement comment maintenant on va pouvoir former à partir du tracé des faisceaux lumineux eh bien, une image à travers un système. Alors, pour ça, en fait, on va utiliser justement les propriétés des foyers et une propriété dont je ne vous ai pas parlé, qui est celle qu'on appelle du centre optique. Donc, si vous avez un faisceau lumineux qui passe par le centre de votre lentille, ce faisceau lumineux n'est pas dévié. Ça, c'est dû au fait que, en fait, au centre de votre lentille, vous pouvez considérer comme si vous aviez deux faces parallèles. Et donc, si vous avez deux faces parallèles, quand vous avez un faisceau lumineux qui arrive sur deux faces parallèles, il passe simplement à travers, il n'est pas dévié. Monsieur, c'est valable aussi pour la lentille divergente? Oui, c'est valable pour toutes les lentilles. D'accord? Ce que je raconte là, hein, c'est valable pour les lentilles divergentes et convergentes. D'ailleurs, on va voir tout de suite après. Le deuxième faisceau que je peux tracer, c'est celui qui justement définit le foyer image. Si j'ai un rayon lumineux qui arrive parallèle à l'axe, c'est-à-dire qui provient d'un objet qui se trouve à l'infini, eh bien, il doit passer par le foyer image. Donc ça, on le trace de la manière suivante. Imaginez ici que vous ayez un objet avec un faisceau lumineux qui arrive de l'infini. Vous avez donc un faisceau qui arrive parallèle à l'axe. Quand il arrive ici sur la lentille, il va se diriger vers le foyer image. Ça, c'est pour une lentille convergente, puisque le foyer image est à droite, ça va donner ça comme tracé. Maintenant, pour une lentille divergente, on a dit le foyer image, il est avant. Donc, imaginons que je reprenne un faisceau ici qui éclaire un objet et qui arrive parallèle à l'axe. Quand il arrive ici sur la lentille, il doit passer par le foyer image. Donc ici, je vais avoir un faisceau qui doit provenir de cette direction-là. Attention, ce faisceau-là, donc je le mets en pointillé, parce que le faisceau, lui, en réalité, il va passer à travers le système. Il ne va pas revenir en arrière. Néanmoins, sa direction doit prendre celle qui passe par le foyer image. Donc, je vais relier le point ici sur lequel il arrive sur la lentille avec ce foyer image, et ça me donne la direction du faisceau qui va émerger. Cette direction du faisceau, ça va donc être celle-là. Alors, avec cette illustration donc, du faisceau qui arrive parallèle à l'axe, vous voyez pourquoi on appelle le premier type de lentille une lentille convergente et le deuxième lentille une lentille divergente. C'est parce que ici, le faisceau donc, qui arrive parallèle à l'axe, il va se rapprocher de l'axe après la traversée de la lentille.
alors que celui qui arrive parallèle à l'axe sur une lentille divergente, il va s'éloigner de l'axe. Et donc, il va diverger. OK. Normalement, avec ces deux faisceaux-là, il suffit que vous traciez ces deux faisceaux-là et vous allez avoir à l'intersection de ces deux faisceaux l'image d'un objet à travers votre système optique. OK? Puisqu'on a dit, hein, l'image d'un objet, c'est le lieu où vont se croiser les faisceaux, deux faisceaux, qui proviennent de cet objet. Alors, on peut quand même tracer le troisième. Il y a un troisième faisceau particulier qu'on peut tracer. C'est celui, donc ça provient encore de la définition du foyer, mais cette fois-ci du foyer objet. Si vous avez un faisceau lumineux qui passe par le foyer objet, donc c'est ce faisceau-là, un faisceau qui prend la direction ici, qui passe par le foyer objet, quand il va arriver sur le système optique, eh bien, il va ressortir parallèle à l'axe. Donc ça, c'est pour une lentille convergente. Maintenant, pour une lentille divergente, ben, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Si vous avez un faisceau lumineux qui doit passer par le foyer objet ici, donc il va prendre cette direction-là, en direction du foyer objet. Ici, je mets des points tillés parce que ce n'est pas un faisceau réel, ça, c'est un faisceau virtuel. C'est la direction du faisceau incident. Ce faisceau, donc, quand il arrive sur la lentille, comme il passe par la direction qui passe par F, de foyer objet, eh bien, il doit ressortir parallèle à l'axe. Et donc, ces trois faisceaux lumineux vont se croiser en un seul point, qui va être justement l'image de votre objet à travers la lentille. Ça va pour ce tracé-là? Il faut vraiment savoir le faire. Hein. C'est quelque chose qu'on vous demandera. Et ça permet de déterminer assez rapidement, finalement, où va se trouver une image. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Laurane? Il est censé y avoir une logique. Oui, tout à fait. C'est mieux de comprendre la logique, ça vous permet d'adapter à différentes situations. Parce que si vous apprenez juste un cas par cœur, quand vous allez vous trouver dans un autre cas, vous n'allez pas savoir faire. OK. Alors, on va regarder maintenant comment est-ce qu'on fait ça. Donc, on va prendre un objet. Monsieur, Oui. l'image pour une lentille divergente, elle est à l'infini. Alors, il n'y a pas l'image de quoi? Bah, d'un objet dont le faisceau passe par une lentille divergente. Ça dépend où se trouve votre objet. Vous ne pouvez pas dire comme ça, si j'ai un objet, qu'est-ce que ça va donner à travers une lentille divergente? Il faut savoir quelle est la distance focale de votre lentille et où se trouve l'objet par rapport à votre lentille pour pouvoir répondre à cette question. Ce n'est pas n'importe où vous mettez l'objet, vous allez toujours avoir une image ici. Non, ça va dépendre de l'endroit où se trouve votre objet. Ok, parce que j'avais l'impression que les faisceaux, ils allaient jamais se croiser. Pardon? J'avais l'impression que les faisceaux, ils allaient jamais se croiser. J'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Je suis désolé. Le son est J'ai mauvais. dit que j'avais l'impression que les faisceaux, ils allaient jamais se croiser. Les faisceaux vont jamais se croiser. Alors, écoutez, on va le voir sur un exemple, d'accord, si vous voulez bien. Ok. D'accord. OK. Donc, ici, je prends une lentille convergente. On va dire que je connais ces foyers. D'accord? Donc, j'ai le foyer objet. Donc, une lentille convergente, ça veut dire que j'ai le foyer objet à gauche. Hein. Imaginons que le foyer objet soit ici. Le foyer image donc, va être symétrique par rapport au foyer objet à droite de la lentille. Hein, ça, c'est le foyer objet. Je vais le remarquer ici. Oups. Ça, c'est le foyer image. D'accord? J'ai une lentille convergente. Le foyer objet est avant, le foyer image est après.
je prends un objet que je note comme ça AB, d'accord? Il a une certaine taille. Donc, j'ai un objet ici AB. OK, je vais chercher son image à travers le système. Donc, il y a 3 faisceaux que je peux tracer. Alors, le premier faisceau que vous pourrez toujours tracer, vous allez marquer le point B ici, d'accord, qui est la position finalement de votre image, de votre objet. Ce point B, vous allez ensuite pointer le point O qui est le centre de votre lentille et simplement vous allez tracer une droite puisque ici le faisceau qui passe, donc ici ça ce faisceau lumineux là, oups, le faisceau lumineux qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. OK, donc ça veut dire qu'il va tout droit. Donc vous pouvez tracer une droite en fait entre O et B. Vous avez une droite. D'accord? Le faisceau, il arrive comme ça, il repart comme ça, il n'est pas dévié. Le deuxième faisceau que vous pouvez tracer, c'est celui donc, qui arrive ici, parallèle à l'axe de l'infini, qui passe par le point B. Il va arriver à un certain point ici sur la lentille. Alors, je vais le noter. Je vais le noter B0. Donc, en fait, vous allez. Donc, si vous tracez cette droite ici qui relie B à B0, qui est parallèle à l'axe optique, et bien ensuite de B0, ce faisceau, je sais qu'il doit passer par le foyer image. Puisqu'il arrive parallèle à l'axe, il doit passer par le foyer image. Donc, vous allez pouvoir relier le point ici B0 sur la lentille, sur lequel il arrive, au point F', qui est le foyer image. Et vous allez pouvoir prolonger ce faisceau, et vous allez voir que ce premier faisceau, en fait, il va croiser, ce deuxième faisceau, pardon, il va croiser le premier faisceau que vous aurez tracé ici, en un point B'. B', ce sera donc l'image de B à travers le système. Alors ensuite, vous pouvez tracer aussi un troisième faisceau si vous le souhaitez. Le troisième faisceau, donc, c'est celui qui passe par B et qui passe par F, le foyer objet. Donc ce faisceau-là, d'accord, qui passe par B et qui passe par F, si vous le prolongez, vous allez arriver ici sur la lentille en un point B1. Eh bien, vous savez que comme vous êtes passé par le foyer objet, donc vous avez un faisceau qui provient du foyer objet, eh bien, il va ressortir parallèle à l'axe. Donc, vous pouvez tracer une droite qui part de B1 et qui est parallèle à l'axe. Et vous verrez que cette troisième droite, eh bien, coupe les deux premières au même point B'. Donc, finalement, et puis ensuite, l'image A' de A à travers le système, ça va être à la même distance que B'. Simplement, c'est un point qui sera sur l'axe. Donc, vous avez tracé ici l'image A'B' de AB à travers votre lentille convergente. Ça va, ça? Oui. Quand il y a un faisceau parallèle, il doit toujours passer par le foyer objet. Exactement. Exactement. D'ailleurs, on peut voir l'exemple maintenant sur une lentille divergente. Si on prend une lentille divergente, on va faire le même exercice sur une lentille divergente. Le faisceau, alors cette fois-ci, pardon, les foyers. Cette fois-ci, vous voyez que le foyer objet, ici, il se trouve à droite, comme on l'a défini pour une lentille divergente. Le foyer objet est à droite. Et puis le foyer image, du coup, il est à gauche.
OK. Eh bien, on va faire exactement le même exercice. Alors, premier faisceau qu'on peut tracer, moi je vous conseille toujours de commencer par celui-là, hein, celui qui passe par B, donc par notre objet, hein, on a de nouveau notre objet AB ici, et qui passe par le centre de la lentille, que je vais appeler O de nouveau. Ce faisceau-là, il n'est pas dévié, donc il va tout droit. Vous tracez une droite simplement. Okay, vous avez un faisceau qui passe par B, qui passe par O, eh bien, vous pouvez prolonger cette droite. OK, le deuxième faisceau dont on s'occupe, c'est celui qui provient de l'infini, parallèle à l'axe. Donc, il passe par B et il arrive ici sur la lentille au point B0. Qu'est-ce qui va se passer pour ce faisceau-là? Comme il arrive parallèle à l'axe, il doit passer par le foyer image. Mais cette fois-ci, où se trouve le foyer image? Ici à gauche. Autrement dit, vous devez tracer une droite qui va relier F' à B0, puisque la direction du faisceau doit aller vers F'. Attention, ici, vous avez un faisceau qui est dans le même espace que le faisceau incident, qui arrivait ici. Votre faisceau ici, il n'est pas réfléchi, hein, il va être transmis. Simplement, la direction, eh bien, ça va être celle de F' B0. Donc, votre faisceau, il va ressortir dans cette direction-là. Et la direction, eh bien, vous pouvez la prolonger ici par des pointillés, hein, en reliant F' et B0. Ce faisceau-là en pointillé, eh bien, c'est un faisceau virtuel, puisqu'il se trouve du même côté, enfin, puisqu'il se trouve ici à gauche de la lentille, avant la phase d'entrée. OK, si je regarde maintenant où se croisent mes faisceaux, les deux faisceaux que je viens de tracer, celui qui passe par O et celui qui arrive parallèle à l'axe, qui ressort ici en passant par la direction F' B0, eh bien, ces deux faisceaux se croisent ici. Attention, vous voyez que ici, j'ai le croisement entre deux faisceaux. Un faisceau qui est le faisceau ici réel qui passe par O et un faisceau virtuel ici, qui n'est que la direction finalement du faisceau ici qui s'écarte de l'axe. Donc ici, je vais avoir une image virtuelle. Hein, ici, j'ai une image virtuelle. Elle se forme avant la lentille. Wow. Et elle est ici plus petite que l'objet. Alors en fait, il y a même, je pourrais tracer le troisième faisceau. Hein. Ce troisième faisceau, c'est lequel? Eh bien, c'est celui donc, qui arrive ici, qui passe par B et qui se dirige ici vers le foyer objet. D'accord? Il prend cette direction-là. Donc ici, j'ai mon faisceau donc, qui prend cette direction-là, qui arrive sur la lentille ici au point B1. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ce faisceau se dirige vers le foyer objet, eh bien, il va ressortir parallèle à l'axe. Donc, je vais pouvoir tracer ici la droite qui émerge de B1 parallèle à l'axe. Et donc, le faisceau prend cette direction-là. Cette direction parallèle à l'axe, je peux la prolonger ici du côté de l'espace ici d'objets d'image virtuelle. Et vous voyez que ça coupe les deux premiers faisceaux en un même point. Ça va pour ça? Monsieur, Oui. l'image virtuelle, là, est-ce qu'on pourra la voir? Alors, Parce que ça va, je sens que ça ne va pas dans le sens des rayons, des faisceaux, en fait. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas la projeter sur un écran, ça c'est clair. D'accord. Mais par contre, si vous mettez votre œil ici, Oui. d'accord, les faisceaux en fait qui vont provenir de cette image virtuelle, eh bien, vont venir sur votre œil. Et comme ici, vous avez vous-même une lentille,
eh bien, les faisceaux vont pouvoir former une image dans le fond de votre œil ici. D'accord, parce que cette image virtuelle est un peu rayonnée dans le sens de l'œil. Ben, ça rayonne en fait dans tous les sens, si vous voulez. D'accord, oui, ok. Euh, Monsieur, Oui, mais du coup, le troisième faisceau qu'on a dessiné, il croise pas avec les deux premiers. si, ici, c'est ce faisceau qui émerge parallèle ici. D'accord? Vous pouvez le prolonger par la direction virtuelle d'où il provient, parallèlement à l'axe. Et vous voyez qu'il croise les deux autres en ce point-là. Ok, d'accord. C'est-à-dire que bah, un faisceau qui passe par le foyer objet, Oui, il doit toujours être parallèle à l'axe. tout à fait. Tout à fait. Ok, merci. OK, donc ça, c'est voilà, c'est la manière qu'on a en optique géométrique de pouvoir rapidement, en fait, tracer et prédire où va se former une image une fois qu'on a un objet. C'est très utile en général quand vous avez des problèmes, quand on vous pose un problème, de pouvoir faire se tracer des faisceaux pour que vous voyez déjà à peu près où va se former cette image. Hein. Ça vous permet ensuite, quand vous allez faire les calculs, eh bien, de vérifier que effectivement, par exemple, vos calculs sont justes, c'est-à-dire que vous obtenez bien soit une image réelle, soit une image virtuelle, soit une image plus grande ou une image plus petite. Voilà, ça vous permet vraiment de vérifier les calculs que vous allez faire ensuite. Alors, parce qu'ensuite, eh bien, on peut effectivement, au-delà de se tracer des faisceaux, calculer directement où va se trouver l'image d'un objet à travers une lentille, compte tenu de la distance focale de cette lentille. OK. Donc, c'est ce qu'on va appeler la formule de conjugaison. Alors, il y a un certain nombre de conventions auxquelles il faut faire très attention. C'est source d'erreur pour vous. Donc, je vais essayer de le faire doucement. Regardez pas pour l'instant les démonstrations qui sont en dessous. Hein. Regardez juste l'image qui est ici. OK, sur cette image, vous avez donc cet axe optique. C'est un point très important. Cet axe optique, il est dirigé de la gauche vers la droite. Donc, le sens positif de cet axe est de la gauche vers la droite. L'origine de l'axe est placée là où se trouve la lentille. C'est-à-dire que c'est confondu avec le centre optique de la lentille. Autrement dit, tout ce qui va se trouver après la lentille, donc à droite de haut, ben ça va être compté positivement. Tout ce qui se trouve avant la lentille, c'est-à-dire à gauche de haut, ça va être compté négativement. Attention, c'est le point majeur d'erreur pour vous. Donc retenez bien ça. Tout ce qui se trouve, toutes les distances que vous allez compter à droite de la lentille sont positives. Toutes les distances que vous allez compter à gauche de la lentille sont négatives. La manière de dire ça mathématiquement, c'est dire qu'on va prendre en compte les grandeurs algébriques de nos quantités. OK, les grandeurs algébriques, hein, on les note avec une barre dessus. Typiquement, ici, si je prends la distance de O à F', algébriquement, eh bien, je vais le noter OF' avec une barre dessus. Vous voyez que OF' ici est positif. Si je prends maintenant la distance algébrique de O à F, donc la distance algébrique de O à F,
comme F se trouve avant O, eh bien, c'est négatif. Donc ici, OF est négatif. Donc, ce que je viens d'écrire, vous voyez, c'est que, donc ça, c'est ce qu'on va appeler aussi, alors des fois, on va le noter avec un petit f prime pour cette distance OF prime algébrique. Ça, c'est ce qu'on appelle la distance focale d'une lentille. Des fois, on va même parler, on va oublier le distance et on va simplement parler de la focale de la lentille. Ici, j'ai une lentille convergente. La distance focale, alors attention, ici, ça c'est la distance focale image. La distance focale image pour une lentille convergente, eh bien, elle est positive, puisque f' se trouve à droite de la lentille. Vous voyez que la distance focale objet, f, est négative. Donc ça, c'est pour une lentille convergente. Pour une lentille divergente, ben, c'est juste l'inverse. D'accord? Pour une lentille divergente, OF', comme f' se trouve à gauche, eh bien, c'est négatif. Et donc, la distance focale, ou encore la focale, la distance focale image, ou encore la focale de votre lentille divergente est négative. OK. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'établir une relation qui nous permet de calculer directement, connaissant deux paramètres, le troisième. Alors, les paramètres, c'est quoi? Vous avez une lentille qui a une certaine distance focale. Donc ça, c'est un des paramètres, la distance focale de votre lentille. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous recherchez? Par exemple, vous recherchez quelle est l'image d'un objet à travers cette lentille qui a cette focale. Donc le deuxième paramètre, ça peut être par exemple, justement, quelle est la position de l'objet. Autrement dit, quelle est la distance entre la lentille et l'objet. À partir de là, on va chercher où se trouve l'image, c'est-à-dire, on va chercher à calculer quelle est la distance entre l'image et la lentille. Donc ça, c'est notre troisième paramètre, la distance entre la lentille et l'image. Et en fait, on a une relation entre ces trois paramètres qui est ce qu'on appelle justement la formule de conjugaison. OK, cette relation, en fait, elle s'établit. Donc ici, vous voyez, j'ai retracé les faisceaux. Le faisceau, donc pour une lentille convergente, ici, j'ai pris un cas le plus simple. Pour une lentille convergente, donc j'ai mon faisceau qui arrive parallèle à l'axe au point I, qui va passer par F', le foyer image. Et puis j'ai le faisceau qui passe par le foyer objet ici, qui va ressortir parallèle à l'axe. Ces deux faisceaux vont se croiser ici au point B' pour former l'image de B à travers le système. Alors en fait, le troisième faisceau que je n'ai pas tracé, c'est celui qui passe par le centre, parce que je n'en avais pas besoin pour cette démonstration. OK, donc je vais l'effacer. OK, alors qu'est-ce qu'on va regarder ici? Eh bien, on va regarder en fait les triangles qui se trouvent ici à l'entrée et à la sortie de ma lentille. En effet, vous voyez ici que, je vais peut-être le mettre en couleur. Essayer de prendre une autre couleur. Tac. OK, je vais mettre en vert. Vous avez ici un premier triangle rectangle qui est ici. OK. Et vous avez ensuite un deuxième triangle rectangle qui est là. OK. Ici, vous allez donc avoir le rapport
des longueurs dans ce triangle rectangle qui doit être conservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez... OK, on va prendre le premier triangle rectangle ici. Donc, si vous prenez le rapport entre le côté ici, tu n'aurais peut-être pas dû tracer dans le même... bon, c'est pas grave. Si vous prenez la hauteur ici, donc qui est le côté, ici vous avez un angle, disons que je l'appelle alpha. Si vous prenez le côté opposé à cet angle, donc que j'appelle IJ ici, sur le côté adjacent, que j'appelle JB', eh bien en fait, ça doit être égal au... Alors, en fait, je suis désolé. Je vais effacer ce que j'ai fait là. Voilà. Hop. Parce que pour l'instant, on va juste s'intéresser à ce triangle ici à droite. Tac. Voilà. OK. J'ai ce triangle ici, IJB'. Et puis, en fait, j'ai un autre triangle qui est inscrit ici, qui est IOF'. Ces deux triangles rectangles, ils sont inscrits l'un dans l'autre. C'est-à-dire que l'angle alpha ici, c'est le même, hein, puisque l'hypoténuse ici est la même. Et donc, le rapport ici entre le côté opposé et le côté adjacent doit être les mêmes dans ces deux triangles inscrits. Autrement dit, ici, pour le vert, j'ai IJ sur JB', qui doit être égal à IO sur OF'. Ça va, ça? De l'autre côté, ici, eh bien, j'ai de nouveau deux triangles inscrits. Hein, si je... tac. Si je reprends, je vais mettre en rouge cette fois-ci. Ici, j'ai un triangle IJB qui est ce triangle-là, avec un certain angle alpha ici, au sommet du triangle rectangle. Et puis, je vais avoir le triangle inscrit. Tac, tac, tac. Mettre en bleu. Ce triangle-là, OJF, qui a le même angle au sommet alpha, puisque j'ai la même tangente ici. Autrement dit, le côté opposé ici, IJ, ou plutôt si je le prends dans l'autre sens, JI, sur IB, eh bien, ça doit être égal à JO sur OF. D'accord? C'est cette expression-là. La première expression que j'ai indiquée pour le triangle de droite, c'est celle-là. OK. Une fois que j'ai écrit ces deux expressions, eh bien, je vais pouvoir tirer les quantités ici IO, simplement en inversant cette expression-là. J'ai IO qui est égal à OF' fois IJ sur JB'. Et puis ici, je vais pouvoir tirer JO. JO, donc c'est OF fois JI sur JB. Sur IB, pardon. Donc, si je mets l'inverse, c'est-à-dire OJ, eh bien, j'ai juste ici à mettre un signe moins. OK. Il manque un signe moins. Où j'ai mis OF'. C'est ça, c'est OF' là. Alors, en fait, c'est moins OF.
sachant que OF est égal à moins OF'. Hein, les deux foyers sont symétriques par rapport à la lentille. Donc ça, je peux l'écrire aussi OF' fois IJ sur IB. Monsieur, Oui, je crois qu'il n'y a pas de moins parce qu'il y a. En fait, vous avez changé le sens de. ah, j'ai changé IJ. Oui, c'est pour Ah, j'ai ça. changé IJ. Du coup, c'était déjà bon. Ah, c'était bon. Vous avez raison. Vous avez raison. OK. Donc, effectivement, ah oui, c'est parce que je le fais différemment ici. OK, désolé, oui. Donc, du coup, si ici j'ai IO et ici j'ai OJ, donc je vais pouvoir faire la somme des deux. Donc, ça va me donner IJ. Donc, IJ, je vous rappelle, hein, c'est cette hauteur-là. C'est IO, donc plus OJ. Donc, je réécris finalement IO, c'est OF' fois IJ sur JB', plus, alors ici, il n'y a pas de moins, hein, plus OF fois IJ sur IB. Donc, c'est ce que j'ai réécrit ici. OF fois IJ sur IB. Ici, je vais pouvoir mettre les IJ ici, ils apparaissent dans les deux, donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Donc, je vais avoir IJ facteur 2, OF' sur JB' plus OF sur IB. Et puis, les IJ, j'en ai un ici, j'en ai un là, donc ils vont pouvoir se simplifier. Et donc, ça va me donner 1. Donc, j'ai simplement OF' sur JB plus OF sur IB égale à 1. OK. Mais alors, si je regarde ici, donc mon OF', c'est un de mes paramètres, hein, c'est la distance focale. Hein, ce que j'ai appelé ici la distance focale. Alors ici, j'ai la distance focale image, OF'. Ici, j'ai la distance focale objet, OF. Maintenant, si je regarde JB', c'est quoi JB'? Bon, JB', c'est cette distance-là. D'accord? Ça, c'est J. Ici, c'est B'. Vous voyez que JB', en fait, c'est la même chose que OA'. C'est-à-dire la distance entre ma lentille et mon image. OK? Donc, JB', c'est la même chose que la distance entre ma lentille et mon image. Et puis, IB, donc I, il est là, B, il est là. Cette distance IB, eh bien, c'est la même chose que OA, c'est-à-dire la distance entre ma lentille et mon objet. Donc, IB, c'est la même chose que OA. Et d'autre part, j'ai OF' qui est égal à moins OF. Donc, c'est là que je le fais rentrer. Hein, mes deux foyers ici sont symétriques par rapport à la lentille. Donc, comme ils sont chacun d'un côté de la lentille, j'ai OF qui est égal à moins OF', ou OF' égale moins OF. Et donc maintenant, je peux remplacer mes paramètres dans cette équation-là, ce qui va me donner OF' sur OA'. J'ai remplacé JB' par OA'. Je remplace OF par moins OF', donc moins OF' sur, alors IB, je le remplace par OA. Et donc, je vais obtenir en mettant OF' en facteur, hein, ici, d'accord? Je peux écrire ça 1 sur OA' moins 1 sur OA et mettre OF' en facteur. Et après, si je divise par OF', eh bien, j'obtiens justement la formule de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. À partir de cette formule de conjugaison, connaissant deux des paramètres, c'est-à-dire par exemple OA, la distance entre la lentille et l'objet, et OF', la distance focale de ma lentille, je peux déterminer OA', qui est la distance entre ma lentille et mon image.
Donc, je vais être capable ici, comme ça, par exemple, de calculer où va se trouver une image pour un objet à une certaine distance de la lentille. Attention, 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 on a ici des grandeurs algébriques. C'est-à-dire que si, donc O, c'est le centre de mon système, et si je compte à droite de O, je compte positivement, si je compte à gauche de O, je compte négativement. C'est le point le plus important. J'ai compris le début et la fin, mais la ligne après le OR. Le OR. Ah, la ligne après le OR. Celle-là est comme ou celle du milieu là? Celle du milieu, là, j'ai juste écrit que OJ. Ouais. Celle du milieu, donc qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit que IJ, d'accord, la distance de I à J, c'est IO plus OJ. D'accord? J'ai écrit IO plus OJ. Comme ici, j'avais calculé IO et ici, j'avais calculé alors JO ou OJ, ici, ben, j'ai juste remplacé. Monsieur, Oui. quand on change JO en OJ, on change juste le signe ou on change rien? Alors, effectivement, j'ai changé le signe et en fait, le signe, je l'ai changé à ce niveau-là. Vous voyez qu'ici, j'ai JI alors que ici, j'ai changé en IJ. Et IJ, c'est moins IJ. D'accord? Enfin, c'est comme si on a mis un moins devant C'est et on a ça. juste le. Ouais. On Et devrait donc, pas on tout a. changer, les mêmes OF et IB, enfin, non? Bah, non, ça, il faut les garder pareil pour avoir les mêmes signes. À chaque fois que vous inversez l'ordre des lettres, en fait, c'est comme si vous changiez de signe. D'accord? Si je vais de I à J, de manière algébrique, c'est moins comme si j'allais de J à I. Puisque c'est dans le sens inverse. Quand je vais de O à F' ici, c'est moins comme si j'allais de O à F. Il y en a un qui est compté positivement, l'autre qui est compté mais négativement. OK, donc à partir d'une formule comme celle-là, vous voyez que, eh bien, on va pouvoir l'utiliser. Donc ça, il faut connaître hein, cette formule-là. On va pouvoir l'utiliser. Alors cette formule-là, je l'ai fait ici pour une lentille convergente, mais c'est valable pour n'importe quel type de lentille. Monsieur, Ouais, est-ce qu'on doit connaître cette démonstration ou juste la formule? non, juste la formule. On ne vous redemandera pas la démonstration. Mais c'était juste pour pas vous la sortir de nulle part, quoi, pour que vous compreniez. Vous aurez compris que j'aime bien ne pas enfin, essayer autant que possible de ne pas simplement vous sortir du chapeau comme ça des choses, mais essayer de vous montrer un petit peu, en tout cas quand c'est faisable et que ce n'est pas trop compliqué comme démonstration, de vous montrer d'où ça provient, quoi. Et c'est pareil pour une lentille divergente? Ouais, c'est pareil pour la lentille divergente, simplement, attention, pour la lentille divergente, hein, par exemple, eh bien, le signe de OF' va être inversé. Pour une lentille convergente, OF' est positif. Simplement, pour une lentille divergente, OF' sera négatif. D'accord. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux signes, en fait, dans cette relation de conjugaison. Parfois, vous allez voir, on va la simplifier en introduisant une notation différente, en posant F' égale OF, enfin petit F' égale OF', petit f égale OF, petit p égale OA, petit p' égale OA'. Et donc, on va le réécrire 1 sur P' moins 1 sur P égale 1 sur F', par exemple. J'aime pas trop ces notations-là, parce qu'en fait, on ne voit plus les valeurs algébriques là-dedans. Donc, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est positif ou négatif. Si vous l'écrivez comme ça avec les OA, OA', OF', eh bien ici, vous avez les valeurs algébriques et donc vous savez que OA, si A est avant O, c'est négatif. Si A est après O, hein, on pourrait imaginer un objet qui soit après la lentille, c'est positif.
Inversement, pour OA, enfin, de la même manière pour OA', si vous avez A' qui est à droite, c'est positif. Si vous avez A', c'est-à-dire l'image qui se forme avant la lentille, qui est négatif, ce sera à gauche. Oui, oui, c'est l'heure. Ouais. Je vous lâche là. Je suis désolé d'avoir dépassé un petit peu. Donc, on terminera ça la semaine prochaine, notamment avec l'application à l'œil humain. Et puis, on verra ce qu'on aura le temps de faire sur la dernière partie. Je vous remercie. Bon courage pour la fin de votre journée. À la semaine prochaine. Au revoir. Je vous mets bien sûr tous les documents à disposition sur le site. Au revoir. Au revoir. Au revoir.